Alors moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour à tous. Depuis 2013, il anime avec succès les soirées de la philo à Paris. Professeur agrégé, aussi maire adjoint à Versailles en charge de la jeunesse depuis ses 22 ans. Mon invité a publié en 2014 son premier livre, Les Déshérités, ou l'urgence de transmettre, premié notamment par l'Académie française. Tête à tête avec François-Xavier Bellamy. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie, maire adjoint de Versailles. C'est nécessaire pour un homme politique d'exercer d'abord un métier ? Non seulement c'est nécessaire, mais je crois que c'est le lot de la plupart des gens qui aujourd'hui font vivre la politique dans notre pays. On parle souvent de la politique comme d'une affaire de professionnels, et c'est vrai que aujourd'hui les parlementaires et les ministres qui font la vie politique nationale évidemment se spécialisent dans leur mandat. Et pourtant, les 500 000 élus locaux qui font vivre les communes et les collectivités françaises sont, pour la très grande majorité d'entre eux, des gens qui exercent de façon bénévole leur mandat en plus de leur activité professionnelle. Et je crois que c'est vraiment décisif de reconstruire, pour reconstruire le lien entre la vie politique et les Français, que cette interaction entre le monde professionnel et le monde politique ne cesse de se développer. Alors il y a eu d'abord l'enseignement. Vous êtes professeur, agrégé de philosophie. Alors pourquoi l'enseignement et pourquoi précisément la philosophie ? Eh bien, Montaigne disait en parlant de son grand ami la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas dans la vie, c'est les rencontres qu'on peut faire. On les fait avec des personnes, bien sûr, tous les jours, et on les fait aussi avec des savoirs, des pratiques, des disciplines. Pour moi, la rencontre avec la philosophie a été vraiment ce qu'on pourrait appeler un coup de foudre. En terminale, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur exceptionnel, et je lui dois ma vocation, et parce qu'il m'a donné l'occasion de rencontrer vraiment la philosophie. Et à la fin de cette première année de terminale, j'avais en moi vraiment le désir de vivre cette expérience et de pouvoir la partager avec d'autres que moi. Et donc je ne saurais pas trop l'expliquer, mais c'était vraiment l'occasion pour moi, je dirais, de découvrir ce que j'étais, de découvrir le monde, de jeter sur lui un regard nouveau. Et cette expérience de l'étonnement philosophique, qui est aussi une expérience de l'émerveillement, c'est ce que j'ai le plus envie de faire partager aujourd'hui avec des élèves, avec des étudiants et même avec tous ceux que je peux avoir l'occasion de rencontrer. Donc la philosophie découverte en terminale. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes engagé un moment activement en politique ? Alors là aussi, c'est d'abord le mystère des rencontres de l'existence. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu l'occasion d'avoir une première expérience politique en travaillant en cabinet ministériel, un peu par hasard pendant mes études, quand j'étais en maîtrise de philo. Ça a été une expérience passionnante, et puis en même temps je me suis dit exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. D'abord, je ne sais pas si je ferai de la politique plus tard, ensuite j'aime la philosophie, et enfin si je fais de la politique plus tard, il faut que j'ai fait un métier d'abord, parce que si je continuais en politique tout de suite, comme malheureusement beaucoup de nos responsables politiques nationaux l'ont fait, aujourd'hui, dans la scène politique nationale, on a beaucoup de responsables qui n'ont jamais fait rien d'autre de leur vie que de la politique au sens électoral du terme, ou au sens purement politicien. Eh bien, je me suis dit, si je n'ai pas terminé des études, fait un vrai métier, travaillé sur le terrain, j'aurais probablement perdu le sens des réalités. Je me suis rendu compte assez vite de ça, et donc j'ai quitté le cabinet pour aller continuer mes études de philosophie. Et puis ensuite, c'est la rencontre avec François de Mazières qui était candidat aux élections municipales à Versailles en 2008 et qui m'a fait confiance, et ça a été de sa part évidemment un geste très fort. J'avais 21 ans, il composait son équipe et il m'a proposé de le rejoindre après qu'on ait eu l'occasion d'échanger longuement sur les questions de jeunesse à Versailles, d'enseignement, et ça a été pour moi une grande chance évidemment de pouvoir participer à cette aventure. Alors, tout est uniforme pour celui qui ignore, tout est singulier pour celui qui connaît. Dites-vous dans Les Déshérités, qui vient de paraître d'ailleurs en livre de poche, le réel n'a pas lieu tant qu'il n'est pas nommé. Le réel n'a pas lieu tant qu'il n'est pas nommé, en tous les cas il n'est pas rencontré sans la culture. C'est ce que j'ai tenté de montrer effectivement dans Les Déshérités. C'est toujours à travers la culture qu'on peut rencontrer le monde qui nous entoure. Nous sommes des êtres de culture, et même le regard que nous portons sur le monde a besoin des mots, a besoin du vocabulaire. Nous le savons très bien, la différence que peut nous permettre de gagner un vocabulaire vraiment riche, des lectures, un approfondissement culturel, ça n'est pas seulement une différence de capital culturel ou de bagage culturel, comme on l'a dit trop longtemps, qui permettrait simplement de se positionner dans la vie professionnelle. C'est d'abord une différence dans notre être, et nous gagnons quelque chose de ce que nous sommes en rencontrant la culture. C'est la raison pour laquelle la question éducative est tellement décisive et tellement essentielle.
Une société qui n'enseigne pas est une société qui ne s'aime pas, qui ne s'estime pas, et tel est précisément le cas de la société moderne. C'est un autre professeur qui le dit, Charles Péguy, et c'est votre constat aussi, c'est ce qui vous a poussé, il y a donc 1 an et demi, à écrire Les Déshérités. Oui, les Déshérités, c'était vraiment un livre qui était le résultat d'une inquiétude. D'abord, mûri comme jeune enseignant, j'ai eu la chance d'enseigner dans des établissements très divers, et notamment dans les Yvelines, à Guyancourt, dans les Hauts-de-Seine, à Agnières-sur-Seine, au lycée Bascan, à Rambouillet, et de rencontrer là-bas des élèves extraordinaires, mais aussi de rencontrer dans chacun de ces établissements la réalité de la crise éducative qui frappe notre pays. Et je pense que beaucoup de mes collègues seraient d'accord avec moi pour dire que notre système scolaire rencontre des difficultés majeures. Et ces difficultés, elles sont liées, je le crois profondément, à une espèce d'inquiétude que nous avons de nous-mêmes, à une crise de la culture, à une crise de la civilisation que nous constatons dans d'autres lieux de notre vie collective, mais dont les premières victimes sont les générations qui viennent. Alors dans un texte qui vous est cher, le Nouveau Testament, Jésus se sera écrié « Heureux les simples d'esprit ». Alors, que faut-il entendre, selon vous, dans cette parole? Il faut toujours avoir un regard naïf sur les choses, il ne faut pas trop, justement, être cultivé pour ne pas s'habituer, disons. Alors ce texte qui nous est cher, je crois que ça fait partie de la culture occidentale, heureux les simples d'esprit, heureux les simples de cœur. Je crois que la simplicité, précisément, tout le sujet est là, il faudrait beaucoup de temps pour en parler, mais la simplicité, c'est quelque chose qui se conquiert, qui se gagne. En fait, le grand mystère dans l'existence humaine, c'est qu'on n'est jamais tout de suite soi-même. On a besoin de devenir soi-même. C'était Pindare qui disait ça au IVe siècle grec. Deviens ce que tu es. Ça veut dire ne fais qu'un avec toi-même. Et réussir à ne faire qu'un avec soi-même, réussir à devenir vraiment soi-même, c'est un long combat, c'est un long chemin, c'est peut-être l'aventure de toute la vie. Et réussir à porter sur le monde un regard nouveau, un regard libre, un regard neuf, c'est précisément ce pourquoi nous avons besoin de la culture. Quand vous lisez un grand roman, un roman qui vous touche beaucoup, vous apprenez à regarder le monde différemment. Quand vous voyez une belle œuvre d'art, mais aussi d'ailleurs quand vous vous initiez aux découvertes de la science, vous apprenez à porter sur le monde un regard vraiment nouveau qui soit vraiment libre, vraiment détaché, un regard qui soit vraiment le vôtre. Et cela, il y faut beaucoup de culture pour y parvenir. Pour conquérir sa liberté, Stefan Zweig, dans Le Monde d'hier, explique lui aussi que des natures individuellement productives peuvent se passer de l'enseignement universitaire, qu'il peut même agir sur elles comme une entrave. Alors, il l'a lui-même éprouvé. Finalement, que répondez-vous à tous ces artistes, ces créateurs assoiffés et qui pourtant s'ennuient à l'école, qui s'ennuient finalement à fabriquer des éoliennes en plastique, on pourrait le dire? Alors, Stefan Zweig, il faut le rappeler, avait connu une époque où l'enseignement secondaire était d'une extraordinaire exigence. Et de fait, du coup, il vit l'université, c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie, comme un moment un peu douloureux où il a envie de passer à autre chose qu'à la simple réception des savoirs qu'il possède déjà. Et donc, on peut comprendre que, évidemment, le temps de l'éducation puisse avoir un côté pénible, et beaucoup d'élèves le vivent. Le temps de l'éducation a un côté ennuyeux, on a envie de découvrir la vraie vie, de rentrer dans la vraie vie. Mais ce qui est certain, et Stefan Zweig l'a évidemment vécu, c'est que pour devenir créatif, justement, pour devenir un grand artiste, il faut d'abord avoir beaucoup reçu. Et Stefan Zweig lui-même dit sa dette à tous les grands auteurs qu'il a pu lire, à tout l'héritage qu'il a pu recevoir. Comment voulez-vous devenir un grand romancier, un grand historien comme Zweig, si vous n'avez pas d'abord reçu une maîtrise de la langue, une richesse du vocabulaire, une pratique de la langue dans l'expérience d'autres auteurs? On ne devient vraiment auteur soi-même que parce qu'on a d'abord reçu. Et je crois que, et tous les artistes savent le dire bien mieux que je ne le saurais, on n'est jamais immédiatement créatif. Et on n'est jamais immédiatement libre. Et là encore, c'est ce grand mystère de l'existence humaine que pour accomplir sa propre créativité, il faut d'abord beaucoup recevoir. L'autorité, c'est l'altérité est l'autorité. L'autorité, c'est l'altérité, c'est la rencontre avec l'autre, et c'est toujours par la rencontre avec l'autre, avec l'altérité de l'autre, qu'on peut gagner son autorité, c'est-à-dire la fécondité de ce qu'il peut nous donner. Vous savez que l'autorité vient du mot auctoritas en latin, qui veut dire augere. J'espère que le latin sera encore une source de richesse pour les générations qui viendront, justement. Comprendre le sens du mot autorité, c'est comprendre que l'autorité, c'est ce qui m'augmente de moi-même. L'autorité, c'est ce qui me fait grandir. Et c'est le propre des grands auteurs qu'ils nous font grandir dans notre propre liberté. Lire des grands auteurs et les rencontrer, lire des grands artistes, c'est devenir vraiment plus libre. Vous, ministre de la Culture, est-ce que vous rapprocheriez ce ministère de celui de l'enseignement, par exemple de l'éducation nationale? Alors, d'abord, je n'ai aucune espèce de vocation à devenir ministre de la Culture, ni non plus à produire d'anaphores célèbres sur le sujet. Il me semble que ce qui est le plus important aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas l'action politique
Et je crois que les Français doivent en avoir bien conscience. Nous attendons souvent notre salut de responsables politiques qui changeraient les choses. Alors qu'en fait, ce qui compte, c'est que nous-mêmes, peut-être, nous commencions par changer le regard que nous portons. Et par exemple, le regard que nous portons sur la culture. On dit souvent que, précisément, nous vivons une crise de la culture. Mais quelle est notre propre pratique culturelle? Est-ce que nous avons l'habitude de lire des livres? Est-ce que nous gardons l'habitude et le temps, la disponibilité intérieure de lire, de rencontrer des artistes, de rencontrer des auteurs dans leur œuvre et dans leurs travaux? Si je devais avoir une responsabilité politique demain, eh bien, j'essaierai de faire tout ce qui est possible pour servir la fécondité de la culture à l'intérieur de la société, et évidemment en la rapprochant de la tâche éducative, mais c'est une mission à laquelle beaucoup de ministres se sont déjà attelés avec beaucoup de difficultés. Je crois que le plus important, c'est peut-être de commencer par une espèce de conversion intérieure. En tous les cas, c'est toute l'expérience de la philosophie qui nous dit que c'est toujours en se transformant soi-même qu'on finit par changer le monde. À l'image d'un Steve Jobs qui, s'il n'avait jamais appris la calligraphie, presque par hasard, n'aurait pas créé des caractères, une typographie aussi puissante sur les Macintosh. Vous, est-ce qu'il y a un enseignement auquel vous avez peut-être rechigné au début et qui maintenant vous apparaît vraiment avoir été une chance? C'est une très belle question. C'est vraiment une très belle question. Je dirais tellement en fait. La vérité, c'est que on ne peut pas se rendre compte soi-même de tout ce qu'on a reçu et de la fécondité pour notre vie d'aujourd'hui de ce qu'on a reçu dans le passé. On ne peut pas se rendre compte parce que tout ça s'est déposé en nous et est venu nous enrichir. Je pourrais faire la liste de toutes ces disciplines que j'ai rencontrées sans savoir pourquoi et qui aujourd'hui m'enrichissent. Mais je dirais peut-être que tous les jours, je constate de plus en plus le lien étonnant qu'il y a entre l'exercice de la pensée et le travail des mathématiques. Et le lien profond qui unit d'ailleurs depuis l'origine, depuis le IVe siècle grec, la philosophie et les mathématiques, je le découvre maintenant un peu plus dans l'exercice de la déduction et en essayant d'aider mes élèves et mes étudiants à se former, à se forger petit à petit une pensée plus déductive. Je me rends compte de ce que m'ont apporté à une époque de ma vie les mathématiques que je ne pensais pas pratiquer et dont je ne comprenais pas forcément la signification qu'elles pouvaient avoir pour moi. Et en fait, dernière question, qu'en est-il du mystère aujourd'hui dans une société apparemment si polie, une république apparemment si polie, si économisante? Où trouver un souffle vital, une transcendance? Alors évidemment en lisant le livre que vous préfacez à la jeunesse, qui sont des discours écrits par des grandes figures qui est publié aux éditions Librio, mais sinon. C'est une belle question. Vous savez, ça m'amuse beaucoup que vous me posiez cette question. C'était mon sujet d'oral à l'agrégation de philosophie. On n'oublie pas ce genre de choses. Le mystère. Le mystère. Quelle est la place du mystère dans la société d'aujourd'hui? Et je crois que c'est une vraie question. Je pense que nous avons beaucoup tenté, dans une espèce de vision positiviste de la vie collective, d'éradiquer tout ce qui pouvait paraître énigmatique ou mystérieux, tout ce qui pouvait nous sembler l'occasion d'une réflexion qui dépasse le strict champ de l'économie, du calcul et de l'organisation. Et c'est peut-être aujourd'hui dans ce qu'on appelle la radicalisation de beaucoup de jeunes d'une espèce de retour de bâton que nous vivons les conséquences. Parce que il faut laisser une place au mystère, il faut laisser une place à l'interrogation, il faut laisser une place aussi à l'émerveillement précisément, ce que j'évoquais tout à l'heure. Sans quoi précisément l'humain en nous n'est pas satisfait. C'est François Mitterrand qui disait que une politique qui ne parie pas sur les rêves des hommes se méprend sur ceux qu'elle prétend gouverner. Eh bien, je crois que nous sommes en train de vivre peut-être un déficit de rêve, non pas au sens où il faudrait faire rêver les gens dans une espèce d'utopie stérile, mais un déficit d'émerveillement, un déficit de sens, un déficit de signification, un déficit de transcendance. Et c'est vrai, je crois, de façon très profonde dans la vision que nous avons de la laïcité, qui est au fond, on le voit dans les débats contemporains, une question très complexe, parce qu'elle met en jeu la place que nous laissons au mystère, la place que nous laissons à l'interrogation des hommes sur ce qui dépasse l'horizon. Je ne dis pas par là qu'il faille donner une place trop grande aux religions dans l'espace commun, et nous avons trouvé en France de très bons équilibres pour vivre cette question, mais peut-être dans le travail de la raison, nous devrions laisser à nouveau une place à cet étonnement, à cette interrogation, à ce mystère dont vous parlez si bien et qui nous est si nécessaire. Merci beaucoup François-Xavier Bellairs. Merci à vous.